Alors, on va se penser sur un cas intéressant. La Guinée. Une élection récente là-bas a donné un résultat qui a, c'est le moins qu'on puisse dire, beaucoup fait réagir en Occident. Mais et si l'histoire était en fait bien plus complexe qu'elle n'y paraît? C'est justement la perspective d'un auteur qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. 86,7%. Voilà le chiffre. C'est le score officiel qui a fait du général Mamadi Doumbouya, qui est quand même l'auteur d'un coup d'État, le président élu de la Guinée. C'est un score qui, c'est vrai, vu d'ici, paraît pour le moins sans appel. Alors, la question qui est posée par l'auteur est assez provocatrice, c'est vrai. Est-ce qu'on est face à un score de dictateur, un pur simulacre, ou bien est-ce que ce chiffre reflète une logique politique totalement différente, une logique propre à la réalité guinéenne? On entre dans la première partie de l'analyse, le mythe du vote occidental. L'idée, c'est que selon l'auteur, nos concepts démocratiques ne fonctionnent tout simplement pas là-bas. En fait, sa thèse centrale est assez radicale. Pour lui, notre concept d'élection est un véritable mythe dans le contexte de la Guinée. Et pour illustrer ça, l'auteur oppose vraiment deux mondes. D'un côté, il y a le vote à l'occidental, qu'on connaît bien. On vote pour des programmes, des idéologies, après des débats. Et de l'autre, il y a le vote guinéen, tel qu'il le décrit, un vote basé sur l'allégeance, sur les liens du sang et finalement sur la force. Pour lui, ce n'est pas du tout un débat d'idées, c'est une démonstration de loyauté, un pur rapport de force. Et cette phrase de l'auteur résume parfaitement sa pensée. Dans une société de structure impériale et clanique, le pouvoir ne se partage pas, il s'exprime. En gros, l'élection, ce n'est pas un moment où on choisit le pouvoir, c'est le moment où le pouvoir, le vrai, celui qui existe déjà, se montre, s'exprime. C'est juste une formalité qui vient confirmer qui est le plus fort. Deuxième point clé de l'analyse, la réalité du duel ethnique. Il s'agit de décrypter la lutte de pouvoir qui est au cœur du pays. Pour bien comprendre cette perspective, il faut plonger dans ce que l'auteur appelle la réalité tellurique de la Guinée. Et ça, c'est quoi? Eh bien, c'est une rivalité vraiment ancrée, profonde, entre deux grands groupes ethniques. Alors, ce duel séculaire, qui oppose-t-il? D'un côté, selon l'analyse, on a le bloc Peul. Ils seraient plus nombreux, ils domineraient l'économie, mais ils seraient exclus du vrai centre du pouvoir. Et de l'autre côté, on a ce que l'auteur appelle l'atavisme malinké. Eux, ils ont une tradition de bâtisseurs d'empire et surtout, ils contrôleraient l'armée et tout l'appareil d'État. On a donc d'un côté le pouvoir économique et de l'autre le pouvoir politico-militaire. Et là, l'auteur utilise une image très forte. La démocratie occidentale a agi comme un poison, transformant chaque élection en un recensement ethnique explosif. Autrement dit, dans cette logique, le principe « une personne, une voix », loin de résoudre les problèmes, ne fait que jeter de l'huile sur le feu. Ça exacerbe ce conflit central au lieu de l'apaiser. Ce qui nous amène logiquement au troisième point, l'armée comme seule réponse. On va voir pourquoi l'auteur considère le régime militaire comme une solution qu'il qualifie de pragmatique. Bon, si les élections ne sont qu'un recensement ethnique qui mène au chaos, qu'est-ce qui peut bien en maintenir le pays debout? D'après l'analyse, la réponse tient en un mot, l'armée. Et pour comprendre le rôle de l'armée, il faut revenir à ce concept d'atavisme malinké. C'est un terme de l'auteur pour décrire une tradition historique forte chez les Malinkés. Le vrai chef, c'est celui qui tient le sabre protecteur, celui qui incarne la force, le contrôle. Et comme par hasard, le président Doumbouya est malinké. Son pouvoir, dans cette grille de lecture, s'inscrit donc totalement dans cette tradition du chef de guerre qui s'appuie sur l'armée. L'armée est donc présentée ici comme la seule, l'unique institution capable d'empêcher le pays de se briser, de se fracturer complètement le long de ces lignes de faille ethniques. La logique est simple et brutale. Si l'armée lâche le pouvoir, le pays est livré à ce que l'auteur appelle l'arithmétique des ethnies. Et pour lui, ça, c'est juste un autre nom pour la guerre civile. On arrive à la dernière partie de l'argumentaire qui s'intitule « Souveraineté ou simulacre » et là, c'est la critique très acerbe de l'auteur sur la réaction internationale. C'est le moment où la perspective occidentale est attaquée de front. L'auteur commence par observer la réaction vue de Paris. Les éditoriaux dans les grands journaux français ont été unanimes, décrivant l'élection comme un simulacre, un déni de démocratie ou encore un jour noir. Bref, tout le vocabulaire habituel, le langage familier de ce qui est perçu ici comme un échec démocratique. Mais cette lecture, l'auteur la rejette en bloc. Pour lui, c'est, et je cite, « le grand retour du prêt-à-penser colonial, désormais repeint aux couleurs du progressisme humanitaire ». L'accusation est très lourde. En clair, il dénonce une forme d'hypocrisie néocoloniale. L'Occident tenterait d'imposer un modèle qui, selon lui, ne fonctionne pas et qui est même dangereux dans ce contexte. Et on arrive au fond de sa pensée. La conclusion de l'auteur, c'est que le vrai crime de Doumbouya, ce n'est pas son score électoral. Non, son vrai crime, ça a été de parler de souveraineté et d'oser défier les multinationales minières. Le point crucial, c'est que pour l'auteur, le problème n'est pas la démocratie.
Le problème, c'est un dirigeant qui refuse de jouer le rôle du bon élève de l'Occident. Et pour finir, la conclusion finale, que l'auteur intitule « La fin des illusions ». Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir de cette perspective, qui, il faut bien le dire, est assez dérangeante sur l'avenir de la Guinée? L'idée forte qui ressort de cette analyse, c'est que la Guinée ne trouvera la stabilité qu'à une seule condition, qu'elle accepte sa propre géographie humaine, au lieu d'essayer de plaquer des modèles venus de l'étranger. L'argument final, c'est donc que le pays n'a pas le choix. Il doit construire son avenir sur ses propres réalités, ses propres dynamiques internes, même si pour nous, observateurs extérieurs, elles peuvent paraître inconfortables. Finalement, tout ce décryptage nous laisse avec une question assez terrible. La Guinée doit-elle choisir entre l'ordre et la démocratie? C'est ce choix brutal et provocateur que pose l'auteur, un choix qui, au fond, nous force à questionner nos propres certitudes politiques.